Normalement, vous le voyez. Donc, je m'appelle Léo Agnin, je suis sociologue au CNRS. Je suis content d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci d'être présent de l'autre côté de l'écran, toutes et tous. La présentation qu'on nous allons faire avec Adèle Van Torhout, qui présentera dans un second temps, est préparée comme suit. Donc, je vais faire d'abord une première présentation qui va durer environ 30 minutes et on aura 30 minutes pour échanger ensemble. Puis Adèle fera de même, 30 minutes de présentation, 30 minutes d'échange avec vous. On a choisi cet ordre parce que Adèle et moi, on travaille ensemble, mais on a euh, des rôles différents. Moi, je suis co-directeur de sa thèse avec Marc de Conchac, qui est d'ailleurs avec nous aussi aujourd'hui de l'autre côté de l'écran. Et donc, je vais vous présenter mes recherches sur les haies, puisque j'ai publié un livre sur le sujet qui est sorti fin août. Et Adèle vous présentera ses recherches, qui sont en fait la continuation de choses qui n'étaient pas encore faites, hein, d'où l'intérêt de faire de nouvelles recherches sur le sujet. En avant donc, la vie sociale des haies, quels sont les fruits et politiques de l'arbre. Euh, Première partie, donc la présentation du livre, et deuxième partie, la thèse d'Adèle. Le livre que j'ai publié le 29 août dernier s'intitule La vie sociale des haies, enquête sur l'écologisation des mœurs. Je vous ai mis la couverture à l'écran, qui est publiée à la Découverte. Et je vous ai mis également à côté, parce qu'on va en parler à la fois Adèle et moi, euh, un livre sur les polices de l'environnement que j'ai eu la chance de publier aussi cette année avec deux collègues, Rémi Roméas et Robin Bazier, en février de cette année. Et vous verrez que les deux sujets s'interpénètrent fortement. Alors pourquoi parler de la vie sociale des haies? On a énormément de livres sur la vie biologique des haies, leur vie animale, leur vie végétale. Et c'est tant mieux, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à connaître. On sait que les haies sont des corridors de biodiversité, qu'elles permettent d'éviter l'érosion des sols, qu'elles séquestrent du carbone, quelles sont des sources de bois également. Bref, elles ont de multiples vertus et fonctions. Et l'originalité de l'ouvrage, là, c'est d'essayer de décrire la vie sociale des haies, puisque la haie, c'est bien sûr un marqueur de propriété privée, c'est aussi une barrière qui donc devient au fil de l'histoire une sorte de bien commun, ce qui fait qu'on parle de la haie dans la PAC parfois sous forme de bien public. Donc il y a une évolution historique particulièrement intéressante à saisir ici. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans le livre. Alors pourquoi je me suis intéressé particulièrement à la haie? Non pas parce que j'avais une passion personnelle pour le sujet, ce qui aurait pu être le cas, mais parce que j'avais commencé à travailler sur le sujet avec des entretiens menés auprès d'agriculteurs qui étaient des éleveurs, principalement bovins, en Auvergne, dans l'Allier et dans le Puy-de-Dôme, une petite région agricole qu'on appelle les Combrailles. Et j'enquêtais sur les dernières réformes de la PAC. Alors ça remonte un petit peu, c'était en 2015-2016, mes premiers entretiens. Et ces éleveurs me donnaient comme exemple de contraintes qui pesaient sur eux et sur leur travail la prise en compte des haies dans la PAC, car depuis 2015, les haies sont protégées dans la PAC. Une destruction doit donner lieu normalement à une plantation équivalente. Euh, donc c'est une découverte accidentelle au sens une découverte de terrain. C'est ce qui a intéressé à la fois les administrations que j'ai rencontrées et au premier chef les agriculteurs. Et je parle d'Elias, en fait. Elias, c'est Norbert Elias, un sociologue qui a écrit La civilisation des mœurs et qui renvoie au sous-titre du livre, parler d'écologisation des mœurs, c'est-à-dire avec un petit objet, essayer de parler d'un processus beaucoup plus important, à savoir hein, la transformation à la fois des politiques publiques, mais aussi de nos modes de vie par rapport à l'environnement. Ce que j'entends par le mot d'écologisation, qui au départ désigne uniquement l'intégration de critères environnementaux dans des politiques qui ne sont pas environnementales, comme les transports, la santé, l'éducation, l'agriculture, et qui peut aussi désigner un rapport plus anthropologique, plus sensible, plus structurel finalement à l'environnement, qui donc consiste à transformer nos modes de vie et nos pratiques, nos représentations. Les sources qui sont... Désolé. Donc, cette enquête, elle est menée par deux types de sources. Donc, une enquête qui était mon enquête de thèse, avec 80 entretiens, des observations de situation de travail, des archives, des questionnaires. Et puis, j'ai essayé aussi de monter en généralité, puisque j'ai travaillé sur un dispositif particulier de la PAC,
Et là, il s'agit de parler de la haie en général, puisqu'il y a énormément de travaux de géographes, d'historiennes, d'ethnologues, de naturalistes, bien sûr, d'écologues, qui traitent de ces questions, mais aussi des romans, de la presse, des livres pour enfants. Donc on voit que c'est un sujet social, c'est pas uniquement un sujet environnemental, et c'est ce que j'ai essayé de saisir. Rapidement, puisque vous avez saisi la démarche, je pense, mais donc l'enjeu épistémologique au sens donc de la connaissance qui est amenée par le livre, c'est d'essayer de saisir le majuscule par le minuscule. Donc c'est un grand processus de transformation des rapports sociaux avec le vivant à travers un objet précis, la haie, et pas l'environnement en général. Deuxièmement, de proposer quelque chose qui soit euh, une manière de faire, une sorte de manuel expérimental de tiens, comment se saisir de ces sujets en sociologie. Et ça rejoint le dernier point, en fait, un objectif qui est un objectif éditorial, ce qui me semble aussi important parce qu'aujourd'hui, si vous vous intéressez au rapport entre société et environnement, entre humain et nature, eh bien, dans les étagères des librairies, vous tombez rapidement sur des ouvrages qui sont des ouvrages de philosophie, des ouvrages qui sont très intéressants et qui ont en commun, par contre, d'être souvent très normatifs, de dire, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, changeons nos rapports au vivant, repensons les concepts avec lesquels nous imaginons la réalité en dehors de l'humanité, des choses importantes, mais qui finalement parfois font perdre un petit peu de vue le monde tel qu'il va. Les politiques telles qu'elles sont mises en œuvre, les pratiques concrètes répandues, ordinaires, banales, qui vont de soi. Et donc c'est l'objectif là de montrer qu'on peut justement s'attacher à ces grands problèmes, non pas forcément en écrivant des manifestes ou en appelant à changer de but en blanc tout ce qu'on connaît, mais déjà en interrogeant ce qu'on connaît. Est-ce qu'on est vraiment sûr de ce qui se passe? Est-ce qu'on connaît vraiment les choses telles qu'elles se dessinent aujourd'hui? Donc le plan de l'ouvrage est constitué de 8 chapitres. 8 chapitres qui essayent de saisir les qualifications qui s'attachent au haies. Alors par qualification, j'entends les procédés qui donnent des valeurs aux haies, qui transforment leurs valeurs, qui les redéfinissent. Donc ça peut être par exemple euh, des agriculteurs que je rencontrais et qui m'expliquaient que ils étaient très embêtés par cette nouvelle PAC qui protégeait les haies. Donc ça peut être une émotion comme de la colère. Ça peut être, on va le voir, une cartographie des haies, hein. C'est une manière de les qualifier, de les saisir, de les objectiver. Ça peut être une manière de leur donner un prix. Et chaque chapitre tire un de ces fils, une des grandes dimensions de ces requalifications. Donc le premier, c'est de repenser le caractère historique des haies. Euh, Notamment en allant à contre-courant, ou plutôt en montrant les limites d'une idée qui est répandue et selon laquelle le remembrement, hein, au sens de l'opération d'aménagement foncier qui est mis en œuvre principalement dans les années 60-70 en France, c'est là que le plus d'hectares sont concernés, et qui donc standardise le parcellaire en le rapprochant de l'exploitation, du siège de l'exploitation et en augmentant la taille des parcelles, et bien que ce remembrement est le grand responsable de la disparition des haies. C'est en partie vrai, mais malheureusement, en fait, ça occulte à la fois le fait que les haies étaient déjà tombées en désuétude au début du siècle dans l'économie agricole. On a des géographes qui parlent de fossiles déjà dans les années 30, 1930. Et puis, d'autre part, les haies continuent de disparaître aujourd'hui, hein. C'est à peu près 20 000 km qu'on perd de manière nette par an entre 2017 et 2020, contre à peu près 10 000 entre 2006 et 2014. Vous voyez qu'en plus, ça augmente sur une période très récente où il n'y a pratiquement plus de remembrement qui ont changé de nom entre-temps, mais la démarche reste la même. Donc on voit qu'il faut saisir autrement les dynamiques de disparition des haies et pas avec des outils historiques de représentation du temps qui justement peuvent être un petit peu simples ou ne permettent pas d'envisager ce qui se passe concrètement aujourd'hui et notamment la continuation de l'agrandissement des exploitations qui va de pair donc avec une diminution du monde agricole et par contre une surface agricole qui, elle, représente toujours 52% du territoire français, mais qui est travaillé par moins de 2% de la population active. C'est interroger aussi l'espace, donc à la fois en montrant que le bocage en est venu à représenter la campagne française en général, alors que finalement c'est un type très particulier de paysage qui renvoie aussi à une organisation sociale. Euh,
C'est interroger aussi les requalifications économiques des haies, le fait que au départ, l'arbre était une vraie ressource, hein, pour se chauffer, pour se nourrir, pour construire, pour, protéger son bien et que finalement toutes, ces, fonctions ont été supplantées par d'autres, au fur et à mesure de l'évolution des techniques et du commerce. Et donc ça pose la question justement du coût et de la ressource que peuvent constituer aujourd'hui ou non les haies pour les agriculteurs. Ça pose la question aussi de la structure sociale, des inégalités dans le rapport de l'appréciation de la nature, parce qu'on a beaucoup de travaux qui montrent que dans les années 70-80, il y a eu toute une vague de folklorisation, de muséification, de patrimonialisation des campagnes et du monde paysan, euh, et qui, disons, appréciaient la beauté d'un paysage à proportion de sa déréalisation. C'est-à-dire une fois qu'on voit plus le travail humain, alors là, d'accord, on peut trouver ça beau. Donc il y aura une sorte de domination urbaine des paysans par des sachants ou des personnes plus dotées culturellement, économiquement. Et je montre aussi que cette approche a des limites parce qu'aujourd'hui, dans les personnes qui veulent le plus protéger des haies, il y a notamment des élus et parmi ces élus, des agriculteurs. On sait par ailleurs que les agriculteurs sont surreprésentés chez les élus municipaux. C'est questionner aussi les savoirs sur les haies, les liens entre donc les sciences et les politiques publiques, puisque les premiers colloques et les premières enquêtes sur les haies en écologie du paysage, c'est 1976 avec une table ronde qui est organisée précisément pour saisir les effets des remembrements sur les haies et saisir les techniques. Je ne vous en dis pas plus parce que je vais y revenir. Et donc évidemment, saisir tous les enjeux politiques qu'il y a derrière cette question des haies, qui est une manière, en prenant les haies, d'interroger ce que je propose d'appeler la diplomatie agroécologique. Alors c'était une catégorie que je proposais avant les mobilisations agricoles, mais on voit hein, que la potentialité de conflit est là, et que donc il y a un vrai enjeu à trouver des issues diplomatiques au sens où chacun peut ressortir de l'interaction ou du conflit politique en gardant une vision de lui-même qui correspond à une certaine reconnaissance sociale, à une certaine identité, et qui permet donc de garder la face, pour le dire avec un sociologue qui s'appelle Kaufmann. Et le dernier chapitre est consacré là plutôt à interroger ma position en fait de sociologue par rapport à ces questions-là, puisque j'ai été amené à travailler avec une association qui s'appelle l'Association française des arbres champêtres, la fac agroforesterie, qui ne m'a pas financé, mais avec qui j'ai beaucoup travaillé pour ma thèse. Donc les résultats de la thèse ont servi aussi à échanger avec le ministère de l'Agriculture, avec le ministère de l'Environnement. Et donc je reviens sur ces échanges et les rapports aussi entre la production de connaissances et la transformation des politiques publiques, ou en tout cas la diffusion de ces connaissances dans cet objectif. Et ce que je vous propose pour le temps qui me reste, c'est, après cet aperçu général, de plonger dans un de ces chapitres pour que vous ayez une idée de à quoi peut ressembler cette enquête sur la vie sociale des haies. Et de manière assez logique, j'ai choisi le chapitre 6, donc qui s'intéresse aux requalifications techniques des haies, le numérique pris dans les ronces. Alors pourquoi? Parce que je me suis dit que dans le public qui était potentiellement là aujourd'hui, il y avait peut-être des personnes qui travaillaient dans des DDT ou qui connaissent des gens qui travaillent dans des DDT ou à l'IGN ou à l'Agence de services et de paiement, bref, dans des administrations, et que c'est un chapitre qui les concerne particulièrement. Et également parce qu'il s'agit d'une histoire qui peut être connue par certains spécialistes, mais qui est en général méconnue, alors que vous allez voir que c'est une histoire qui a des ramifications importantes, y compris pour aujourd'hui. Euh, et dans le même temps, j'ai aussi trouvé, c'est en lien avec le dernier chapitre sur le rôle du sociologue par rapport aux praticiens qui sont dans l'action, que souvent le rôle du sociologue, plutôt que d'amener des grands concepts éclairants, ce qu'il peut parfois faire, j'espère, mais c'est aussi de produire une mémoire, parfois même une mémoire à court terme, hein, une histoire récente de ce qui s'est passé, notamment parce qu'il y a beaucoup de turnover dans les administrations, on le sait, et donc je me suis retrouvé plusieurs fois en position d'expliquer ce qui s'était passé ces 5, 10, 15 dernières années à des personnes qui prennent leur poste, et ça peut être intéressant d'avoir ce recul quand on arrive et qu'on doit décider ou mettre en œuvre ce qu'il y a à faire, de savoir ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, si je puis dire. Donc, dans l'épisode précédent, euh, on s'interroge sur la cartographie du bocage, puisque protéger les haies, ça implique de les cartographier, de les identifier, de les inventorier. Alors cet inventaire, comment il se fait?
En allant chercher historiquement, j'ai trouvé donc 76, le colloque dont je vous parlais, la première grande étude interdisciplinaire sur les haies. Il y a des écologues, il y a des spécialistes des insectes, donc les entomologistes, il y a des hydrologues, il y a des géographes évidemment, et il y a des géomaticiens, donc des géographes qui sont aussi informaticiens. Et ces géomaticiens, dès les années 70, nous disent on va bientôt pouvoir faire une cartographie du bocage qui va être automatique. C'est la différence entre la photo-interprétation où laborieusement, fastidieusement, lentement, on a une photo et on décalque les haies une à la main, et la télédétection où, avec la télédétection, par traitement automatique des données aériennes, on pourrait avoir un logiciel qui, par un algorithme, pourrait reconnaître directement les éléments du paysage. Donc là, vous avez des extraits du colloque avec la signature spectrale et on voit voilà, la signature spectrale de la neige, du désert, de l'herbe, du blé, d'un sol humide et autres. Et donc, on pourrait avoir la même chose avec des haies. Et on voit à côté ce que ça pourrait donner. En fait, alors c'est petit sur l'écran, mais vous voyez qu'il y a deux carrés sur l'image de droite, enfin deux quadrangulaires. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a un où il y a beaucoup de choses à l'intérieur, c'est là où ça n'a pas été remembré, et l'autre où il n'y a pas grand-chose, et c'est là où ça a été remembré. Sauf que cette carte-là n'a pas été faite avec des données automatiques, mais a été faite à la main, donc c'est de la photo-interprétation. Et je vous ai mis en haut à droite, pour que vous compreniez pourquoi je l'ai mis, un article de sociologie, l'ethnographie des infrastructures, où l'idée c'est je me suis beaucoup inspiré de cette chercheuse qui est très importante, où son objectif est de se dire, tiens, on peut saisir des phénomènes sociaux à travers des objets techniques a priori très ennuyeux, comme justement une carte comme celle-là, ou comme une carte comme celle-ci, qui est donc l'évolution de cette cartographie des haies. Et là, on fait un bond dans le temps. On fait un bond dans le temps, pourquoi? Parce qu'en 2014, euh, le, le ministère de l'Agriculture doit reprendre une carte. Alors cette carte, c'est celle-là. Son petit nom administratif, c'est le RPG, le registre parcellaire graphique. Et cette carte est extrêmement importante parce que c'est à partir d'elle que sont calculées les aides que perçoivent les agriculteurs, hein. Vous savez que les aides sont surfaciques, donc en fonction de la surface que vous exploitez, vous avez des aides qui correspondent. Euh, la France est très embêtée en 2013 parce qu'elle est l'objet d'un refus d'appurement de l'Union européenne. Un refus d'appurement, alors c'est traduit par une amende. En fait, ça veut dire que l'Union européenne ne va pas rembourser les aides que la France a avancées pour ses agriculteurs. Et elle ne va pas les rembourser à hauteur de 1,78 milliard ce qui est beaucoup. Pour une raison assez simple, c'est que cette carte, d'après les audits menés par la Commission européenne, n'était pas suffisamment précise et adéquate au territoire, ce qui fait que des centaines de millions d'euros qui aboutissent à 1 milliard ont été versés de manière indue aux agriculteurs français. Et étant donné que c'est des fonds européens, eh bien, l'Union européenne décide de ne pas rembourser. Ce qui fait que donc la France doit se mettre à jour et refondre cette carte, ce qui amène le président François Hollande en 2016 à parler d'un énorme chantier, un énorme chantier numérique. C'est un discours à Rungis où il explique qu'il a fallu vérifier toutes les parcelles et vérifier aussi toutes les haies. Pourquoi vérifier toutes les haies? Parce que à ce moment-là, en 2014, le ministère euh, se dit, tiens, on pourrait faire en sorte que les haies ne soient plus admissibles. Alors admissible, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les haies ne soient plus payées, qu'elles ne fassent plus partie de la surface éligible aux aides. Qu'on les retire de cette surface-là. Et face à cette proposition de solution, ce qui permettait à la fois de se mettre dans les clous par rapport à Bruxelles et de l'autre côté d'économiser un petit peu d'aide parce que ça permettait évidemment peut-être de rembourser aussi ce refus d'appurement. Euh, il y a eu un front uni entre les syndicats agricoles, tous se réunir, la FNSEA, la JA, la coordination rurale, la Confédération paysanne, qui ont dit si cette décision est adoptée, nous allons perdre en aide, parce que nous allons perdre en surface payée. Les haies étaient admissibles depuis 2006. Et puis d'autre part, avec les professionnels du bocage, représentés par la fac agroforesterie dont j'ai parlé, qui fédèrent des chambres d'agriculture, des associations, des salariés de bassins versants et d'autres collectivités, des paysagistes, des associations environnementales, et qui ont dit, si vous faites ceci, eh bien, les agriculteurs vont être tentés de détruire des haies pour regagner la surface de ces haies et donc les aides qui vont avec. Donc face à cela, le ministère, qui était à l'époque dirigé par Stéphane Le Foll, qui lançait au même moment un plan pour l'agroécologie, qui comprenait lui-même un programme pour l'agroforesterie, donc la conciliation de l'arbre et de l'agriculture. 1er décembre 2014, a dit non, on ne peut pas lancer le plan et en même temps avoir une décision comme ça qui pourrait aller contre la haie.
Donc ils décident de protéger les haies. Ce qui fait qu'on protège les aides d'abord pour ces raisons-là, hein, de négociation par rapport à l'Union européenne, qui fait que pour légitimer le choix de garder les haies admissibles, le ministre a dit, nous les protégeons. Donc pour des raisons environnementales, on les garde et donc on les protège parce qu'elles sont payées. Donc il y a un compromis. Et ce compromis se décline par la numérisation à l'échelle de l'arbre sur toute la surface agricole française. Donc c'est à peu près 27 millions d'hectares. Je vous disais tout à l'heure que c'est 52% du territoire national. C'est considérable. Et ça n'avait jamais été le cas, puisque jusqu'à présent, sauf pour de toutes petites aides marginales, ce qui était numérisé, ce n'était pas les arbres, les mares, les routes, c'était uniquement les parcelles. Et là, à partir de 2014, cet énorme chantier consiste non seulement à revoir les contours des parcelles, mais aussi à ajouter ces éléments-là qu'on voit sur l'image. Les haies sont ici matérialisées par tout ce que vous voyez qui ressemble à des polygones qui entourent certaines parcelles dans une couleur plus claire que les parcelles elles-mêmes. Et donc ce travail, cet énorme chantier, c'est distribué comme suit. Le ministère a demandé à l'Agence de services et de paiement de le faire, qu'il a envoyé à l'hygiène. L'hygiène n'avait pas travaillé jusqu'ici sur les sujets agricoles, ça a été envoyé à des prestataires français et étrangers. Tout ça dans l'urgence, hein, puisque la PAC arrivait pour sa mise en œuvre en 2015, et donc c'est à la fin de l'année 2014 que l'hygiène a été missionnée. L'hygiène, une fois ces données à peu près stabilisées, les envoyées au DDT, les directions départementales des territoires, donc les services déconcentrés de l'État, qui, n'étant pas satisfaites, les ont renvoyées à l'hygiène, qui les a retravaillées, qui les ont renvoyées au DDT. Les DDT les ont envoyés aux agriculteurs, à leurs prestataires, c'est-à-dire les champs d'agriculture, les centres de gestion, pour valider les dessins. Est-ce que vous êtes bien d'accord? Est-ce qu'il y a bien une haie ici ou non? Et ça a été renvoyé à l'agence de services de paiement. Et vous voyez qu'entre le début 2014 et la fin 2017-2018, il s'est passé plus de 3 ans. Et ces 3 années, en fait, correspondent à des retards de paiement sur la PAC. Si vous vous en souvenez, des retards de paiement qui ont principalement touché les aides du deuxième pilier, donc c'est-à-dire les aides de la bio, les aides à l'installation, les mesures agro-environnementales. Donc, principalement, ce qui touchait le verdissement, alors même qu'on était dans une réforme de verdissement. Ce qui renforce hein, l'intérêt de pousser plus loin la compréhension de ces choses apparemment ennuyeuses que sont des bases de données, des infrastructures, puisque finalement, en comprenant les manières dont on s'en saisit, dont on les travaille, on comprend mieux des phénomènes d'ampleur comme ça qu'ont été les retards des aides, les retards de versement des aides. Il y a d'autres facteurs, mais c'est le facteur principal dans le retard. Et vous pouvez vous dire très bien, vous nous avez présenté, Léo, le fait qu'on allait passer de la photo-interprétation à la télédétection, donc c'était peut-être un petit peu long comme processus, mais heureusement, la, la- la technologie nous a permis de faire ça plus vite et plus efficacement que dans les années 70. Et en réalité, non, et c'est même pour ça qu'il y a eu du retard. Si on regarde les prestataires en bas de l'image, en bas à droite, les prestataires français et étrangers, en fait, ce sont des prestataires qui ont travaillé à la main, comme toutes les autres personnes qui sont représentées là sur ce schéma. Ça veut dire qu'on a un travail du clic qui consistait à vraiment dessiner les haies, clic après clic sur un écran. Donc, je reviens à la slide précédente, les DDT ont embauché énormément de vacataires. L'IGN a embauché du monde, mais ça n'a pas suffi. C'est pourquoi ils ont dû faire appel à des prestataires. Et les agriculteurs et leurs prestataires également ont travaillé sur ces cartographies. Ce qui fait que, mis bout à bout, on est à plusieurs milliers de personnes, environ 3 4 000 selon les estimations que j'ai pu trouver de la Cour des comptes, de l'IGN, et ça ne prend pas en compte les agriculteurs et leurs prestataires, qui ont travaillé pendant à peu près 3 ans sur cette refonte de cartes. Donc si on fait un parallèle, une analogie, hein, c'est une pure analogie, mais pour imaginer ce que ça représente comme travail, on est bien au-dessus, par exemple, des 600 travailleurs qui ont travaillé pendant moins de 3 ans à la construction d'une infrastructure routière qui est le viaduc de Millau. Si on compare une infrastructure numérique à une infrastructure en 3 dimensions, ça permet d'imaginer un petit peu la quantité de travail. Et quand on parle d'énormes chantiers, c'est pas une expression, c'est vraiment la réalité de ce travail-là. Et donc ce travail, c'était euh, un travail du clic qui notamment a été massivement délégué à l'étranger. Pourquoi? Parce que évidemment le coût du travail est moins cher qu'en France et les pays qui ont le plus participé sont l'Inde, la Roumanie et la Tunisie. Dans des grandes entreprises avec des personnes qui passaient la journée à qualifier les éléments du paysage français pour refondre ce registre parcellaire graphique. Et vous pourriez vous dire, tant mieux, parce que ça permet de bien
de bien suivre l'évolution du bocage de manière très précise. C'est un pas en avant, en effet, mais on peut s'interroger sur les limites aussi de cette cartographie parce que les définitions ne sont pas en adéquation avec les outils. L'exemple de la haie, hein, qui est celui que j'ai pu travailler évidemment. Si je vous pose la question, tiens, qu'est-ce que nous avons là? Est-ce qu'il s'agit d'une haie? On pourrait dire oui, sauf que la définition est subtile. La définition de la haie dans la PAC, c'est des arbres, mais il faut aussi, et surtout, si les arbres on peut s'en passer, mais ce qu'il faut, c'est une strate arbustive continue. Une strate ligneuse, donc qui comporte du bois continu. Sauf que là, on ne voit pas s'il y a une strate arbustive continue ou pas, parce qu'on a des images aériennes du dessus, on a une vision zénitale. Et donc les travailleurs du clip que je voyais, quand ils le pouvaient, allaient sur Google Street View pour voir si, oui, en réalité, on a bien une haie ou non. Ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, parce que c'est d'autres bases de données, les dates ne sont pas les mêmes que les photos de l'IGN, mais ils avaient besoin de le faire pour avoir conscience de ce qu'ils faisaient et de la qualité de leur travail. Et vous pourriez vous dire, mais cette définition, elle vient d'où? Cette définition de la haie, en fait, c'est un compromis politique dont j'ai pu trouver les traces en fait en travaillant sur les archives de la négociation à la fois de la refonte du registre parcellaire graphique et de la protection des haies, puisque le front uni dont je vous ai parlé entre les syndicats agricoles et les professionnels du bocal se sépare une fois que Stéphane Le Foll annonce que les haies vont être protégées. À ce moment-là, FNSE AGA Coordination Rurale plaide pour avoir une définition la plus restrictive possible de la haie, de manière à ce que la protection ne pèse pas sur les agriculteurs ou le moins possible. Et de l'autre côté, les professionnels du bocage et dans une moindre mesure la Confédération paysanne plaident, eux, pour avoir une définition qui soit la plus large possible, en arguant du fait que le bocage français est très diversifié et que, par exemple, en Bretagne, hein, des arbres alignés sans strate arbustive au milieu, on appelle ça des haies, y compris les agriculteurs. Donc on a une différence de définition qui tout de suite produit un angle mort très important euh, de la cartographie, puisque quand je suis allé voir comment les déclarations PAC se faisaient, donc comment ici en 2016, à gauche, les agriculteurs prestataires travaillent sur ces images, euh, la question était est-ce que c'est une haie ou qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une haie ça? Demander par exemple le technicien ou la technicienne qui accompagne l'agriculteur, et l'agriculteur dit quelle est la différence, et plutôt que de dire la différence c'est la strate arbustive continue, la différence c'est qu'une haie c'est protégé, et donc tu seras potentiellement limité dans ce que tu veux faire avec cette haie, alors que si c'est des arbres alignés, tu peux faire ce que tu veux. Parce que les arbres alignés sont payés aussi, mais ils ne sont pas concernés par la conditionnalité de la PAC, et donc la réponse était dans ces cas-là de dire oui, ce sont des arbres alignés. Et encore une fois, pour montrer un angle mort de ce réflexe numérique, là, on a un autre logiciel, mais qui travaille la même base de données, c'est le logiciel Oukile de l'IGN, et où on voit qu'il y a un suivi très patient, très minutieux sur l'évolution des images, avec une sorte de jeu des 7 erreurs qui prend beaucoup de temps, hein. Ça aussi, c'est fait par des personnes humaines. Euh, et on voit que sur l'image de gauche, donc il y a 3 ans et après 3 ans avec le changement d'image, on voit qu'une haie a été détruite et que le tracteur passe là où la haie était implantée. Donc il s'agit vraiment d'une destruction, pas d'une coupe à blanc. Sauf qu'on a un trou dans la mise en œuvre de la réglementation pour une raison simple, c'est que si cette haie-là n'avait pas eu son polygone comme celle-ci, aux yeux des services de contrôle, principalement de l'agence de services et de paiement hein, qui fournit les États qui les livrent, euh, qui les acheminent, eh bien la haie n'a pas d'existence administrative. Donc ça, c'est à la fois dans des instructions techniques, c'est confirmé par de nombreux entretiens que j'ai menés. Et donc ce qui fait que finalement on assiste à une sorte de ce que j'ai appelé de fétichisme du trait, puisque ce qui compte plus que ce qu'on voit sur l'image, c'est ce qui a été numérisé, mais numérisé à un moment, je vous le rappelle, où l'urgence était de répondre à une injonction budgétaire et qui a généré énormément de retard des aides. Et il y a eu d'ailleurs des estimations par la fac agroforesterie et Solagro, que donc j'ai pas faite moi, qui estiment qu'il y a à peu près 30% des haies qui n'ont pas été numérisées. Donc on peut s'interroger sur les effets pervers d'une cartographie qui se veut exhaustive, puisqu'en voulant être exhaustive, elle donne les moyens de contourner la règle en toute conformité avec la réglementation. Donc enfin, c'est la conclusion du chapitre, et
et j'espère que ça vous aura donné envie d'aller plus loin dans le livre. On voit qu'en prenant ce petit objet de la haie, on peut s'interroger et avoir des éléments pour avancer collectivement sur ce qu'on entend par les solutions numériques dans l'agriculture ou plus largement dans l'environnement, ou si en effet les infrastructures numériques peuvent fournir des outils utiles. Eh bien, ça peut être aussi des outils qui peuvent entrer en contradiction avec les objectifs de préservation d'autres infrastructures, les infrastructures agroécologiques cette fois, puisqu'ils permettent des pratiques de contournement à très grande échelle. Et c'est une logique là qui vaut pour les haies, puisque je vous disais que je travaillais aussi sur les polices de l'environnement. On l'observe aussi de manière flagrante sur les cours d'eau. Hein. L'expertise sur les cours d'eau qui était demandée a abouti à moins de cours d'eau recensés après l'expertise qu'avant. Ça fait 30 minutes que je parle. J'espère que c'était pas trop long et je vous laisse la parole et au plaisir d'échanger pour 30 minutes avant qu'Adèle prenne la suite. Merci beaucoup pour cette présentation et toutes les questions qu'elle doit soulever. Alors justement, concernant les questions, est-ce que vous voulez, les participants veulent lever la main pour qu'on puisse donner la parole? Parce que pour l'instant, on n'a pas de main levée. Ça peut être sur d'autres chapitres, ça peut être, sentez-vous libre. Des remarques. Ah, Baptiste Sanson, lève la main. Baptiste, je pense que tu peux prendre la Voilà, parole. pardon. Oui. On Bonjour à toutes t'entend. et à tous. Bonjour Léo et Adèle. Merci beaucoup pour l'exposé de ton ouvrage, Léo. Moi, il y a une chose que tu as dit là qui m'a vraiment frappé. Du coup, je me demandais si tu avais réfléchi et tu avais éventuellement des propositions à faire. C'est cette question un peu de la mémoire au sein des administrations. Puisqu'on le sait, hein, il y a à la fois, comme dans toute entreprise ou structure, un certain turnover des postes. Euh, c'est en plus des postes dans l'administration où il est encouragé de faire des allers-retours entre l'administration centrale et les services déconcentrés. On voit avec ton exposé qu'on est sur quelque chose extrêmement complexe, où il y a à la fois les règles, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ces règles ont été façonnées, le fruit souvent de compromis, d'arbitrage politique, etc. Et ce qui parfois paraît des choses particulièrement compliquées, en fait, sont le résultat d'une négociation où le ministère a pu décider de couper la poire en deux. Et du coup, comment faire pour assurer une forme de continuité de cette mémoire, de ces règles liées à des politiques publiques? Alors, je ne sais pas si quelqu'un du ministère est présent pour plutôt les services des GPE. Ça aurait été aussi intéressant d'avoir de savoir comment cette continuité est assurée. Et sinon, si c'est quelque chose, Léo, sur lequel tu penses qu'il y aurait en soi des propositions à faire. Et ça nous frappe d'autant plus que pour le coup, donc en tant que travaillant à la fac agroforesterie, on est un réseau sur lequel il y a une certaine on a une certaine continuité dans les postes salariés, donc on a pour le coup la mémoire de ces différentes négociations. Et on se retrouve, donc on est capable de remonter à ce qu'on a proposé depuis la PAC 2013 et puis parfois avant. Et on se retrouve assez souvent, effectivement, dans les échanges avec l'administration, à devoir revenir sur là où on en est aujourd'hui, mais quelles ont été les étapes précédentes. Voilà. Merci beaucoup, Baptiste, pour ton intervention. Donc, j'en profite aussi pour remercier la fac agroforesterie, hein, puisque comme je l'ai dit, on a beaucoup travaillé ensemble, on a rédigé 2 rapports, et c'est aussi pour ça que ma thèse a pu, et j'espère, servir un petit peu, parce que c'est en travaillant justement avec celles et ceux qui sont au quotidien et depuis bien plus longtemps que le doctorant qui s'attelle au sujet, qu'on peut réussir à produire des choses qui peuvent dépasser le simple exercice du diplôme de la thèse. Donc, merci encore pour tout ça. Sur la mémoire des règles et de l'histoire, tu l'as dit, en fait, on va dire
La continuité, elle s'instaure souvent, alors soit par des personnes qui restent dans les services, mais il se trouve que là, sur la S, qui est aussi révélateur, c'est que finalement, c'était souvent une personne qui avait cette mémoire-là. Et donc, si cette personne change, parce qu'il y a division du travail, que les services ont beaucoup de choses à faire, que ce soit au central ou dans les services déconcentrés, ça peut évidemment se perdre avec la personne. Mais sinon, tu l'as dit, en fait, les auxiliaires de l'action publique que sont les corps intermédiaires comme les associations, les syndicats, et qui permettent d'avoir cette mémoire-là. Et je pense que c'est aussi un des rôles des sciences sociales en essayant bah, de faire justement des webinaires comme ceci, des livres et pas seulement des articles, de manière à ce que ça circule un peu plus et que ça puisse être diffusé. Je le vois aussi avec les polices de l'environnement, ou le fait de rappeler un peu les fusions successives d'établissements, l'histoire des eaux et forêts, l'histoire des polices de l'industrie, l'évolution de tout ça. C'est lu aussi, ce genre de petits livres, parce qu'il est vraiment très court, ça fait moins de 100 pages, par des gens qui arrivent en poste et qui nous le disent, avant d'arriver, j'ai lu ce qui existait. Donc, je pense qu'il y a une vraie, enfin, moi, je trouve un vrai sens à ce que je fais par cet aspect-là, auquel on pense pas forcément quand on dit, tiens, je veux produire de la connaissance utile, c'est je sais pas, pour changer les choses ou pour transformer. On revient à la question de tout à l'heure sur la littérature plus philosophique et plus sous forme de manifeste. On voit qu'il y a aussi une fonction à rappeler ce qui a été fait, les tentatives, les plus ou moins heureuses ou malheureuses dans l'action publique. Et, euh, et sur la mémoire, c'est aussi valable, et Adèle en parlera dans l'aspect local, où elle a vu que parfois ça tenait vraiment à des personnes, et donc il y a tout un dispositif qui est monté, mais le jour où il y a mutation pour des raisons professionnelles ou personnelles, c'est tout un dispositif dans un département entier qui peut être mis à l'arrêt parce qu'il y a pas de reprise, donc c'est une vraie question, la continuité de l'État dans l'espace et dans le temps. Je vois qu'il y avait Renaud Boulet qui levait la main. Je vois Laetitia Léger ensuite, et je crois qu'il y a quelque chose dans le chat. On Euh, attend Laetitia, Ouais, peut-être, pour prendre les questions dans le chat. ouais, j'ai posé la question du coup dans le chat. ah oui, très bien. Euh, donc Renaud, vous dites, est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle va aider à la cartographie des éléments? De plus, est-ce que les mêmes problématiques vont être retrouvées, vues zénitales, qui peuvent demander une autre méthode de vérification? Comment favoriser le partage des connaissances de ces éléments graphiques? Alors sur l'intelligence artificielle, c'est une bonne question, hem, à laquelle, pour l'instant, j'ai pas de réponse parce que j'ai pas travaillé sur le nouveau système, de suivi des aides, PAC. Heu, donc voilà, j'aurais pas d'éléments, fouillés et approfondis. Ce que je peux ajouter par contre sur ce sujet-là, c'est, à quel point, et je l'ai pas mis en avant dans mon exposé, mais à quel point l'automatisation du traitement, hein, que l'IA promet de réaliser, en fait, est là depuis les années 70 sous la forme de l'imminence. C'est-à-dire qu'on nous dit c'est pour bientôt, donc vous avez le colloque de 76, on dit que c'est d'ici quelques années. Vous avez des papiers dans les années 80 qui disent la même chose. Au tournant des années 90-2000, il y a un livre qui s'appelle De la haie au bocage, qui est magnifique et qui est vraiment central pour comprendre l'évolution du bocage, et qui en fait dit la même chose en disant voilà, là on a les outils, il manque plus que la phase de généralisation, diffusion. Et vous avez des papiers très très récents, il y a quelques années, qui sont réalisés notamment dans le laboratoire d'Adèle à Dinafor, qui montrent qu'on peut le faire, mais simplement, il y a toujours cette imminence de ça va être faisable à l'échelle de la France ou à l'échelle d'un territoire en entier. Et c'est là que généralement c'est difficile. Donc je me méfierais de cette imminence, quand bien même on voit que avec ChatGPT et autres, l'intelligence artificielle fait des sauts et que ça, c'est pas une évolution linéaire. D'un autre côté, tous les travaux de sociologie qui existent sur le travail qui est évité par le numérique, finalement, montrent que le travail est déplacé. Et là, c'est vraiment un cas d'école, le lycée Fermaclic en Inde, en Roumanie, en Tunisie, dont j'ai parlé, puisque finalement, le numérique ne facilite pas le travail. On a toujours des corps au travail derrière l'écran, ce qu'on appelle le Mechanical Turk, donc le turc mécanique qui était au XVIIIe siècle, un nain caché dans une table à double fond et qui faisait croire qu'un automate jouait aux échecs face à des grandes semondes de l'époque, et qui en fait donc
manipulait la machine. Et c'est un programme d'Amazon d'ailleurs, Mechanical Turk. Donc en fait, le travail humain se déplace et il est rendu invisible, il est atomisé. Les tâches aussi de travail sont atomisées. Et l'intelligence artificielle produit aussi ce décalage dans d'autres domaines. Donc, sans me prononcer sur la cartographie là des haies, on peut faire l'hypothèse qu'en tout cas, dans un premier temps, on va toujours avoir ce discours de l'imminence et un déplacement du travail, plutôt que vraiment une suppression de cette pénibilité et des problèmes posés par cette cartographie et une plus grande exhaustivité. Et c'est là aussi un autre grand résultat, et puis j'arrête parce que c'est déjà trop long comme réponse, mais c'est le fait que l'outil, Ivan Illich l'avait bien montré, en fait, c'est que l'outil crée des besoins qu'on n'anticipe pas quand on veut répondre aux besoins qu'on a en utilisant l'outil. C'est-à-dire que là, si on avait dit aux agriculteurs des années 90, au début des années 90 ou 80, plutôt que de faire votre déclaration PAC sur papier, vous allez le faire sur le numérique, comme ça vous aurez la trace, ou les administrations d'ailleurs se sont engouffrées en disant ça va être beaucoup plus simple. Mais en fait, à l'époque, par exemple, on n'avait pas l'idée de numériser à l'arbre près, puisqu'il y a les haies, mais aussi à l'arbre près, c'était les petits pompons sur les images. Euh, et donc, en fait, l'outil crée le besoin. Et en fait, là, avec l'intelligence artificielle, et c'est ce qu'on voit avec le nouveau système de la PAC, je n'ai pas travaillé dessus spécifiquement, mais la promesse, c'est donc de faire en sorte d'avoir des données beaucoup plus récentes, beaucoup plus actualisées. Donc, encore une fois, l'outil crée le besoin. Et on peut faire le pari que cette plus grande performance de l'outil va générer des besoins auxquels l'outil, en l'état, ne pourra pas répondre, et donc demandera un nouvel outil, et ainsi de suite. En tout cas, c'est une dynamique historique qu'on retrouve souvent à suivre. Euh, Peut-être Laetitia Léger, si vous voulez prendre la parole, et après je lirai la question de Catherine 6. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci de me donner la parole et merci pour ce riche exposé. Moi, je me permets de poser une question sur le chapitre économie, cultiver l'arbre. Les paiements pour services environnementaux font pas mal parler d'eux dernièrement. Et là, j'avais une question plutôt concernant l'évolution de cette rémunération contre l'échange d'un service de cultivé, de gestion de l'arbre et de la haie par les agriculteurs. Est-ce que vous avez une vision, un suivi là-dessus? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Voilà, j'étais curieuse d'avoir votre point de vue là-dessus. Merci beaucoup pour la question. C'est en effet une vieille ambition et qu'on comprend et qui vise juste, c'est-à-dire que les haies ont été plantées pour des raisons économiques. On a parlé de la barrière, on a parlé du bois de chauffage, on peut parler des piquets, des manches pour les outils, de la construction, des petits fruits qu'on y récoltait, qu'on y cueillait pour faire de la confiture ou pour faire de l'huile avec les noisettes. Il y avait mille et une fonctions de la haie, donc des fonctions économiques. Et donc le fait qu'elle tombe en désuétude, y compris déjà il y a plus de 100 ans, est diagnostiqué comme justement l'effondrement de ces systèmes économiques, hein. C'était Julien Gracq, l'écrivain, qui était par ailleurs géographe et qui écrit dans les années 30 dans un article sur l'Anjou que le bocage est une forme de vie économique fossile qui mourra d'une transformation sociale. Fermez les guillemets. Donc on voit l'importance de cette économie et le fait que les politiques agricoles ont bien essayé de prendre le problème par tous les bouts depuis les années 80 avec les premières mesures agro-environnementales, avec justement cette idée-là de dire, eh bien, si vous entretenez les haies, si vous les gardez, alors vous aurez droit à un paiement en plus pour valoriser économiquement ce qui autrement pourrait être perçu comme une sorte de handicap dans la course à une concurrence internationale non faussée ou même locale. Euh, Sauf que ces mesures ont été marginales, hein, c'est peu de le dire. Les MAE, en tout cas qui concernent les haies, et puis même le deuxième pilier en général, est une portion tout à fait minoritaire du budget de la PAC, et ce depuis son existence. Donc ce qui fait que ça n'a pas amené une transformation de modèle, en tout cas sur la haie, ça n'a pas permis de mettre en avant des nouvelles fonctionnalités économiques, avec notamment l'importance de la mise en œuvre, et c'est pour ça que là, en parlant d'une carte qui pourrait paraître un objet anecdotique, en fait, on voit qu'on touche au cœur de l'action publique, puisque on parle de la mise en œuvre, et que souvent on s'arrête au texte, et si on regarde la mise en œuvre des textes, on voit que là, les effets concrets
politiquement auprès des agriculteurs, y compris de ceux que j'ai rencontrés, mais il y a énormément de papiers qui montrent ça en économie et en sociologie, c'est une perte de confiance dans l'État, une perte de confiance dans la capacité de l'État à payer ce qu'il a annoncé qu'il allait payer. Les retards des aides entre 2015 et 2017 ont eu des effets très importants là-dessus, avec des agriculteurs qui hésitent à s'engager, puisque ils demandent des aides qu'ils n'auront peut-être pas, ou beaucoup trop tard par rapport à leurs investissements, et donc sur lesquels ils ne peuvent pas compter. Donc la généralisation des PSE, des paiements pour services environnementaux, qu'ils soient financés ou non par l'État ou par des acteurs privés, se heurte en fait à ce déficit de confiance qui n'est pas nébuleux, gazeux et fondé sur rien, qui s'appuie sur une expérience pratique des rapports à l'administration, que ce soit avec les retards des aides, mais aussi avec les enveloppes fermées, c'est-à-dire les enveloppes euh, qui sont divisées par rapport au nombre de demandeurs, qui fait que si vous demandez une aide et on vous dit théoriquement que vous avez droit à temps pour telle aide facultative pour aller un peu plus loin dans la prise en compte de l'environnement dans votre itinéraire technique, par exemple culturel, et que finalement vous êtes très nombreux à demander ça, bah, la part qu'on vous donne à la fin est plus faible. Donc ça pose une vraie question de comment en fait articuler ces dimensions-là pour redonner de la valeur économique au haies, puisque disons que en faire l'alpha et l'oméga de la préservation du bocage, ça pose aussi des problèmes. Mais d'un autre côté, se penser que l'État va juste compenser les externalités négatives du marché, comme il a tenté de le faire jusque-là, un, ça n'a pas changé de modèle, et deux, même dans les cas où ça a marché, en fait, la mise en œuvre fait que ça ne peut pas déboucher sur une généralisation, parce qu'il y a une perte de confiance dans les calendriers et la capacité de l'État à tenir parole en temps et en heure. Il y avait une question dans le chat que j'essaye de retrouver. Voilà. Il y a aussi des collègues du BCCB qui avaient fait apporter des éléments de réponse, donc je lui donne la parole. Ok, très bien. Le temps que je retrouve le chat. Bonjour. Je me permets de répondre c'était plus en lien avec la question précédente. Donc, je suis Thomas Gomez, je travaille pour le BCCB. J'ai rejoint le bureau très récemment, mais simplement, donc moi, je suis chargé de projet numérique. Je vais travailler notamment sur la mise en place de l'observatoire de la haie. Donc, je suis amené à traiter tous ces sujets numériques, notamment avec l'utilisation d'IA. Alors, c'était juste pour préciser que on va bien creuser ce sujet de l'IA. Côté hygiène, il y a un modèle qui existe qui s'appelle COSIA. Voilà, c'est un projet qui va démarrer. C'était très intéressant de présenter toutes les limites liées au numérique et d'avoir bien conscience de tout ça. Donc, merci. Et voilà, il y a quand même ce pacte en faveur de la haie avec des objectifs à atteindre. Parmi ces objectifs, il y a effectivement la création d'un référentiel qui soit commun. Et on va donc explorer l'utilisation de l'IA pour la création de ce référentiel. En parallèle, de manière plus large, et dans cet observatoire, on va avoir le référentiel plus d'autres outils, d'autres fonctionnalités, où là, vraiment, c'est un observatoire qui reste à concevoir. Donc là, ça rejoint aussi cette question de comment est-ce que tout ça, ça peut être utilisé. Voilà, c'était juste pour indiquer que c'est un projet qui va démarrer. Et j'espère qu'on va pouvoir s'appuyer sur tout cet historique pour pas tomber dans les mêmes travers. Voilà. Ouais, merci beaucoup pour le partage d'expérience et je pense que ça va être passionnant comme chantier. Et notamment parce que ce que je me rends compte, il faut que je précise le fait que c'est pas par nature le numérique qui en fait ne fonctionnerait pas, hein. Ce qu'il faut questionner, c'est l'adéquation entre les règles, euh, l'esprit de la règle, ce vers quoi elle tend, ce qu'elle essaye de faire dans le monde, et les outils qu'on met à disposition pour réaliser cet objectif. Donc là, c'est pour ça que j'ai insisté sur la définition de la haie. Si on change la définition, par exemple, on dit strate arbustive ou pas, bah, en fait, on fait en fonction des outils. Donc à partir du moment où on a un linéaire ligneux continu en vision aérienne, on considère que c'est une haie. Dans le bénéfice du doute, il faudrait que ça bénéficie au linéaire plutôt qu'à la possibilité d'arracher. À ce moment-là, en fait, bah, l'IA peut permettre de traiter plus vite les données et d'avoir une règle qui est plus facilement applicable, en fait. C'est pas forcément la limite de l'outil,
c'est la rencontre, le calibrage entre ce qu'on veut faire à l'outil et ce que lui peut faire techniquement. Et donc prendre tout de suite en compte les limites de l'outil, c'est une des propositions, des suggestions que d'ailleurs vous avez déjà sûrement, mais je pense que c'est vraiment une manière de gagner du temps et de justement essayer de freiner cet emballement de l'outil qui crée des besoins. Ok, merci. Et au plaisir d'en discuter. Ouais. Juste, c'est vrai que ma collègue Nina me a remarqué qu'il y a toute cette complexité liée aux définitions, comment est-ce qu'on caractérise une haie. Vous avez parlé tout à l'heure de la différence entre un alignement d'arbres et une haie avec ses difficultés via des textures aériennes. Bon, bah, ça, c'est des sujets qui évidemment sont soulevés, qui sont traités avec l'INRAE pour développer des méthodologies, des choses comme ça. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver une définition qui soit la plus large et qui puisse convenir à chacun et être réutilisable dans ces outils métiers. Et forcément, il y a des choix à faire, pour que ces choix soient validés évidemment par le métier, et puis voilà, que ça n'aille pas à l'encontre et créer des nouveaux problèmes. Et en plus, on sera très curieux d'avoir les résultats parce que pour répondre à la question de Catherine Six dans le chat, les données sur le nombre de disparitions des haies, c'est des données qui viennent de l'enquête Terruti-Lucas, qui est à la fois une enquête européenne et du ministère, sur l'utilisation des sols. Donc, il n'est pas d'abord pensé pour suivre l'évolution du linéaire de haies. Par contre, les chiffres qu'on a entre 2006 et 2014 et les chiffres qu'on a pour 2017-2021, c'est bien le même type de méthodologie, avec des chiffres qui ont été repris par Philippe Pointreau de Solagro, qui est la personne qui, depuis 25 ans, en fait, donne ces références-là à partir des enquêtes publiques. Donc, il faudra voir ce que vont donner les nouveaux chiffres. Vous avez parlé de l'observatoire en cours. Il y a notamment toutes les données dont j'ai parlé, en fait, qui ont été traitées par l'IGN et par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, donc qui devraient, et en partie par Dinafor, donc le laboratoire de Marc Desconchats et d'Adèle Van Tooth, et donc qui vont amener des nouvelles données voilà, qui vont être très intéressantes à suivre. Et normalement, je crois que c'était pour la fin de l'année, donc à suivre. Et en effet, ça renvoie à la connaissance et au fait que finalement, on ne connaît pas exactement le linéaire de haie. On a des ordres de grandeur. Là, les ordres de grandeur de la dynamique. On a aussi des enquêtes locales, des études voilà, plus circonscrites à un territoire. Mais sur le linéaire total, c'est aussi ça, la difficulté de la cartographie, c'est que l'administration a voulu être plus précise que la science. La science travaillant normalement par échantillonnage représentatif et par extrapolation, y compris pour des données naturalistes et peut-être même surtout pour ça, et jamais à des inventaires exhaustifs. Et là, on a voulu faire un inventaire exhaustif, et donc forcément, en pensant que le numérique allait nous aider, mais finalement, il a généré aussi du travail en lui-même. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais il est -2, donc je propose qu'on s'achemine vers la présentation d'Adèle. Merci beaucoup pour les échanges. Donc Adèle, je fais donc passer les slides. Quand tu Oui, lèves la main, merci. je change de slide. Merci beaucoup, Tout le Léo. monde connaît le code secret. Donc bonjour à tous, je suis Adèle Van Tooth et donc je suis doctorante en sociologie à Dinafor, à l'INRAE, et je travaille donc sur une thèse qui s'intitule Pratiques agricoles et réglementation en faveur des haies, enquête sociologique de la PAC 2023-2027. Tu peux passer, Léo. Donc pour faire un point de contexte, ma thèse s'inscrit dans une situation d'engouement pour la haie, avec des politiques publiques et des financements publics qui sont toujours plus ambitieux à différentes échelles. Donc il y a de plus en plus de communes qui travaillent à végétaliser leur territoire, des départements, des régions qui financent des plantations, parfois depuis une trentaine d'années, parfois avec des politiques plus récentes. Et puis aussi l'État qui finance des plantations, notamment dans le cadre du plan de relance, il y avait une mesure spécifique pour la plantation de haies, mais aussi plus récemment avec le pacte en faveur de la haie de septembre 2023 qui vise la plantation de 50 000 km de haies d'ici 2030. Donc il y a aussi de nombreux financements privés
sous forme de mécénat d'entreprise ou bien de plantation, de financement de plantation directement sur les propriétés des entreprises avec leurs salariés, par exemple. Donc toutes ces politiques et ces financements visent principalement des plantations, même si elles se sont beaucoup diversifiées ces dernières années pour accompagner d'autres actions liées à la haie comme la gestion durable ou encore l'installation de pépinières en végétal local, par exemple. Donc on peut se demander pourquoi un tel engouement pour la plantation de haies. Il s'explique en grande partie par un consensus autour de l'utilité des haies et des services écosystémiques qu'elles rendent. Et qui sont, enfin voilà, la haie est souvent présentée comme un remède à des problèmes assez pluriels. Elle peut stocker du carbone, elle peut filtrer l'eau, elle fixe les sols, donc elle permet de lutter contre l'érosion des sols. Ce sont aussi des corridors écologiques, des habitats pour la biodiversité. Elles protègent les troupeaux, les cultures. Donc voilà, elles sont un peu des couteaux suisses. Elles rendent beaucoup de services différents. Et donc voilà, ça explique cet engouement pour la haie. En plus, l'acte de planter une haie, c'est visible. On peut le faire en collectif, comme sur la photo au milieu où ce sont des lycéens qui participent à une plantation. Ça permet donc de sensibiliser un public assez large et divers. Et puis, les linéaires de haies, c'est facile à comptabiliser. On peut compter le nombre d'arbres, le nombre de mètres plantés. Donc, ça permet une bonne communication, qu'elle soit politique ou pour les entreprises dans le cadre de leur politique de RSE, par exemple. Donc, il y a vraiment une iconographie très positive de la haie qui semble être consensuelle. Tu peux passer, Léo, s'il te plaît. Merci. Cependant, cette impression de consensus, elle a été en partie brisée par les mobilisations agricoles du début de cette année. Donc ces mobilisations, elles visaient avant tout les problèmes liés au renouvellement des générations et des revenus des agriculteurs, mais la haie a été beaucoup mise en avant et elle a été utilisée comme un support des contestations et elle a été utilisée aussi pour illustrer les difficultés qui sont rencontrées par les agriculteurs. Notamment des difficultés liées à la complexité administrative de leur travail, donc avec une demande de la part des représentants agricoles de la profession de simplification réglementaire et administrative, particulièrement concernant les réglementations environnementales, et puis aussi des revendications liées au contrôle de la bonne application de ces normes, notamment par l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, la police de l'environnement. Donc les demandes des syndicats agricoles ont beaucoup été reprises par les médias concernant la haie. Et donc, on peut se demander si la haie n'est pas devenue un symbole de ces revendications. Ça a ensuite été repris par l'État dans la réponse qui a été apportée aux mobilisations agricoles, avec notamment un discours du Premier ministre d'alors, Gabriel Attal, qui a répondu en promettant une simplification réglementaire sur la haie, en passant de 14 réglementations à une seule. Et puis, le problème avait déjà été pris bras-le-corps par l'État avec le pacte en faveur de la haie et complété par le projet de loi d'orientation agricole qui est aujourd'hui en suspens à cause de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier, mais qui envisageait notamment de créer des guichets uniques haies. Une autre illustration de la fin de ce consensus autour de la haie, c'est les arbitrages est lié aux arbitrages budgétaires, avec une coupe budgétaire de 70% du budget sur le pacte qui a été annoncé en septembre par le nouveau gouvernement. Tu peux passer, Léo. Donc, ma thèse a débuté en avril dans ce contexte politique et social. Donc, les objectifs de ma thèse, c'est d'étudier les stratégies de mise en œuvre des réglementations par les différents services de l'État et d'observer l'application des réglementations par les agriculteurs, ainsi que l'influence des réglementations et de leur mise en œuvre sur les pratiques de gestion des haies. Pour réaliser ce travail, j'ai une stratégie de recherche en 3 étapes. D'abord,
définir les contextes réglementaires sur les haies, tels qu'ils se présentent localement aux agriculteurs. Ensuite, décrire les pratiques de gestion des haies des agriculteurs dans leur pluralité, donc c'est-à-dire les pratiques de plantation, de déplacement de haies, donc arrachage avec replantation, d'entretien, de gestion et de valorisation des productions de la haie. Et la dernière étape sera de faire des liens entre la mise en œuvre des réglementations et les pratiques de gestion des agriculteurs à l'aide d'une étude comparative. Tu peux passer le. Donc pour mener cette étude, j'utilise des méthodes d'enquête sociologique. Donc j'ai réalisé à ce jour 17 entretiens dans 13 départements différents que j'ai choisis pour leur action particulière sur la haie. La grande majorité de ces départements ont un guichet unique ou une structure qui y ressemble. Donc je reviendrai sur ça plus tard. Ces entretiens, je les ai réalisés avec des agents des services de l'État, donc des DDT, des DREAL ou des personnels de l'OFB, avec des personnes des structures de représentation agricole, donc des chambres notamment, et parfois des conseillers agricoles eux-mêmes, des personnels de région, voilà, donc des acteurs assez variés des services de l'État liés à la haie. Mon guide d'entretien permet d'explorer les profils sociaux de toutes ces personnes, mais aussi l'historique des différentes structures pour lesquelles ils travaillent, la manière dont ces structures interagissent, la manière dont tous ces agents travaillent en interne et entre eux, donc tous les jeux d'acteurs liés à la mise en œuvre des réglementations sur la haie dans ces 13 départements. En plus de ces 17 entretiens, j'ai aussi pu faire 5 observations de réunions, notamment assez divers, internes à ces structures. Et j'ai pu analyser de la littérature grise, c'est-à-dire des documents de communication, des documents de travail interne, donc tableaux, des dossiers d'instruction, de projets de gestion de haies, par exemple. Voilà, donc ces différents départements ont été, j'ai décidé d'enquêter un peu plus dans ces départements ou dans ces régions au fur et à mesure de l'enquête, en entendant parler de telle structure ou tel agent qui travaillait particulièrement sur la mise en œuvre des réglementations sur la haie. Tu peux passer, Léo. Merci. Donc, pour présenter mes premiers travaux, notamment liés à la première étape de ma thèse, qui est de définir le contexte réglementaire sur les haies tel qu'il se présente aux agriculteurs. Donc, je vais un peu vous présenter le contexte réglementaire sur la haie. Donc, sur ce schéma, on peut voir qu'il y a une grande diversité de réglementations qui touchent à la haie. Elles ne sont pas toutes mentionnées ici, mais il y en a déjà un certain nombre. Donc, on peut voir qu'il y a 6 codes qui concernent la haie. Donc, déjà, le code de l'environnement avec certaines mesures liées au site Natura 2000, des arrêtés préfectoraux de biotopes, la loi sur l'eau, toute la réglementation liée aux espèces protégées et aux dates de taille de haies et d'intervention sur les haies. Il y a aussi des mesures dans le code rural, avec notamment les mesures qui émanent de la politique agricole commune, de la PAC. Les baux ruraux. Pour ce qui est du code du patrimoine, il y a plusieurs mesures, notamment celle de préserver l'environnement de tout ce qui touche au patrimoine historique, avec certaines mesures qui touchent à la haie. Le code de la santé publique lié à la protection des zones de captage d'eau potable, ou encore le code de l'urbanisme, notamment dans les plans locaux d'urbanisme communaux ou intercommunaux, avec des espaces boisés classés ou des éléments de paysage protégés qui concernent les haies. Enfin, il y a aussi certaines mesures liées au code civil qui touchent à la mitoyenneté des haies, donc des obligations d'entretien des haies pour éviter que ça dépasse trop chez le voisin, par exemple, mais aussi des règles liées à la plantation, pour pas planter trop près de chez son voisin, et d'autres règles liées à la propriété de la haie en cas de location, par exemple. Ce contexte réglementaire, il induit un
millefeuille administratif, comme l'évoque la profession agricole, avec, j'ai essayé de schématiser ici toutes les structures qui sont concernées par la mise en œuvre de toutes ces réglementations. Donc, pour donner quelques exemples, on peut voir que la mise en œuvre du code de l'environnement est réalisée et contrôlée par différents services, notamment le service environnement des directions départementales des territoires, donc plutôt à une échelle départementale. Pour tout ce qui touche aux espèces protégées, il y a 3 services qui peuvent être concernés avec donc une échelle départementale, une échelle régionale avec la DREAL, qui est parfois chargée de la mise en œuvre de cette réglementation, et l'Office français de la biodiversité, donc la police de l'environnement, qui est chargée de contrôler la bonne mise en œuvre de cette réglementation. De même pour la PAC, donc qui fait partie du code rural. C'est le service agricole des DDT qui sont chargés de la mettre en œuvre et de contrôler cette bonne mise en œuvre avec notamment l'agence de services et de paiement de la PAC. Un autre exemple, le code de l'urbanisme. Il y a plusieurs mesures dans différents codes qui touchent à l'urbanisme. Les structures, les services qui sont concernés peuvent être donc les services urbanisme au sein des DDT, les architectes des bâtiments de France, les propriétaires et du coup les tribunaux paritaires des baux ruraux ou encore les collectivités, notamment les communes et les intercommunalités. Tu peux passer, Léo. Juste une précision, toutes ces réglementations ne s'appliquent pas sur une seule haie. Mes recherches ont montré qu'il y a certaines haies pour lesquelles il n'y a aucune réglementation. D'autres et le maximum de réglementations qui peuvent s'accumuler sur une haie, d'après ce que j'ai pu voir pour le moment, c'est 5 réglementations. Donc il n'y a jamais de fait 14 réglementations s'appliquant en même temps sur une seule haie. Donc pour vous présenter quelques résultats suite à ce début de thèse. Donc mon enquête exploratoire, elle touche à 8 régions, 13 départements. J'ai pu rencontrer une grande diversité d'acteurs. Et donc les premiers résultats sont que déjà la création de guichets uniques a été réalisée pour simplifier la mise en œuvre des réglementations. C'est à partir de ce constat qu'il existait des guichets uniques et déjà dans certains départements que j'ai commencé cette enquête. J'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, que les départements dans lesquels j'ai mené cette enquête présentent des paysages et des agricultures assez variées, comme on peut voir sur les photos à gauche de l'écran. Et puis, ils sont de fait plus ou moins confrontés à l'application des réglementations sur la haie. Ensuite, toutes les réglementations ne s'impliquent pas en même temps sur une seule haie, comme je vous le disais. Il y a certaines réglementations qui sont davantage appliquées que d'autres selon les territoires. Et enfin, j'ai pu constater une appropriation inégale des réglementations sur la haie par la diversité des acteurs que j'ai pu rencontrer, donc que ce soit des agriculteurs, des personnels d'administration ou encore des magistrats. Tu peux passer, Léo. Pour illustrer ces premiers résultats, je vais vous présenter 3 exemples de réglementations qui sont diversement appliquées. Donc le premier focus, c'est sur la politique agricole commune et les BCA 8, donc qui émanent du code rural. Ces mesures, elles concernent les agriculteurs qui bénéficient de la PAC. Cette mesure permet depuis 2015 d'encadrer les déplacements de haies, donc les arrachages et les compensations en suivant. Cette réglementation, enfin les arrachages, nécessitent une déclaration en DDT lorsqu'il s'agit de haies classées dans la PAC, comme Léo a pu présenter juste avant. Donc c'est une déclaration qui doit être envoyée au service d'économie agricole des DDT. En 2015, il y a eu beaucoup de débats autour de cette réglementation qui était la BCAE 7 à cette époque, au moment de sa création, parce qu'il y avait la crainte que cette mesure, elle empêche l'aménagement des exploitations
et donc liées notamment à l'arrachage de haies. Mais au cours de mes entretiens, j'ai pu noter qu'il y a seulement 4 DDT sur les 13 que j'ai pu entendre qui ont déjà refusé des demandes d'arrachage. Donc en fait, il y a assez peu de refus de projets d'arrachage. Généralement, la déclaration est enregistrée, il y a une compensation 1 pour 1, on dit, donc c'est-à-dire 1 mètre linéaire arraché, 1 mètre linéaire replanté. Les agriculteurs connaissent bien cette mesure, ils l'appliquent selon ce que les acteurs m'ont rapporté. Un autre résultat de mes entretiens montre que les contrôles de la bonne mise en œuvre de cette mesure sont néanmoins inégaux selon les territoires. Les DDT que j'ai pu rencontrer témoignent d'une difficulté à évaluer le nombre d'arrachages sauvages. Donc on en discutait juste avant, c'est difficile de suivre les évolutions des linéaires malgré l'aide du numérique. Donc c'est une première difficulté dans la mise en œuvre de cette réglementation. De plus, il y a de moins en moins de conseillers agricoles agréés BCA 8 qui acceptent de faire les accompagnements des agriculteurs liés à cette réglementation. Enfin, en cas d'arrachage illégal, sauvage, ou de non-réalisation des travaux de compensation, l'agriculteur s'expose à des sanctions administratives. Donc, ce sont des pénalités sur les aides-PAC. Mais les services agricoles que j'ai pu rencontrer m'ont souvent confié leur difficulté à effectuer les contrôles faute de temps. 5 départements m'ont dit contrôler les travaux liés à des déplacements de haies. En général, ça se passe au bureau, ça se fait par photo aérienne ou par photo envoyée par l'agriculteur qui a réalisé les travaux. 2 départements m'ont dit faire des tournées sur le terrain pour aller vérifier la bonne mise en œuvre de la réglementation, c'est-à-dire l'arrachage et la replantation de la haie de compensation. Donc cette mesure, elle est connue, elle est appliquée par les agriculteurs et par les services de l'État. Elle n'empêche pas les travaux d'aménagement des exploitations liées à des déplacements de haies, mais elle est différemment accompagnée et contrôlée par les services de l'État. La deuxième mesure, donc, qui émane du Code de l'urbanisme, ce sont les plans locaux d'urbanisme. C'est la possibilité pour une commune de protéger les haies de son territoire en les classant dans un document d'urbanisme. Et une fois classé, il faut une déclaration en mairie avant d'effectuer des travaux sur sa haie. Donc, soit pour faire un entretien sévère, comme une coupe à blanc, un recépage, ou bien pour arracher et déplacer une haie. Les DDT que j'ai pu rencontrer, enfin, les différents acteurs que j'ai rencontrés m'ont expliqué que toutes les communes ne classent pas leurs haies dans les PLU, même si c'est une pratique qui se fait de plus en plus. Et les maires qui sont responsables de l'application de cette mesure et du contrôle n'exercent pas toujours leur pouvoir de police, faute de connaissances, de formation sur cette mesure et parfois pour des raisons politiques. De plus, cette règle, elle est peu connue des citoyens et elle est assez peu appliquée finalement, d'après qu'on a pu me raconter. Donc cette mesure, elle est plutôt inégalement appliquée selon les territoires. Et le troisième et le dernier exemple que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc qui vient du Code de l'environnement, c'est la réglementation liée aux espèces protégées et aux habitats d'espèces protégées. C'est une réglementation européenne qui est déclinée dans chaque État membre de l'Union européenne et elle touche donc à la protection de la biodiversité. L'objectif de cette mesure, liée en tout cas pour ce qui concerne les haies, c'est de donner des dates d'intervention sur les haies. Ces dates, elles sont bien connues des agriculteurs et on a pu entendre souvent au moment des mobilisations que un sentiment d'injustice et d'inégalité ressenti par les agriculteurs vis-à-vis des particuliers qui ne connaissent pas et appliquent assez peu cette réglementation. Ensuite, pour ce qui est de la mise en œuvre de cette réglementation, dans les faits, toute personne souhaitant faire une coupe sévère ou arracher une haie devrait faire une demande de dérogation espèces protégées si il y a des espèces protégées dans sa haie. Cette déclaration, elle se fait soit en DDT, donc au niveau départemental, soit au niveau régional auprès de la DREAL.
Ça dépend des territoires. Ces dossiers sont lourds à réaliser, d'après ce qu'on m'a expliqué, notamment parce qu'ils nécessitent des évaluations environnementales au cas par cas, et elles ont été présentées comme coûteuses et longues. Et donc le choix est fait par certains services de ne pas la mettre en œuvre pour les parce que la démarche est très lourde. Et donc ils la réservent à des grands projets d'aménagement ou des gros projets d'arrachage, mais pas à des déplacements de haies sur des mètres linéaires assez faibles finalement. Donc du côté des agriculteurs, d'après ce que j'ai pu entendre et étudier, cette réglementation, elle est assez peu connue et assez peu appliquée, à part les dates de notre intervention sur les haies. Et dans certains départements, elle n'est pas appliquée pour la haie, ou alors c'est vraiment dans des situations exceptionnelles. Le contrôle de la mise en œuvre de cette réglementation, elle est réalisée par la police de l'environnement, donc l'Office français de la biodiversité. Pour cette mesure, elle peut engager des procédures judiciaires si la dérogation n'a pas été demandée et s'il y a une destruction d'espèces protégées et d'habitats. Donc il y a sur tous les départements que j'ai étudiés, sur les 13 que j'ai étudiés, il y a 6 départements, 6 services OFB qui font des procédures en cas d'arrachage de haies au nom de la destruction d'espèces protégées. Mais tous les services OFB des différents départements que j'ai rencontrés ne le font pas en raison de la difficulté à caractériser l'intentionnalité de la destruction. C'est-à-dire qu'ils doivent prouver que la personne à l'origine de la destruction de l'habitat ou de l'espèce protégée savait que la haie en hébergeait. Et certains agents OFB m'ont confié que c'était quelque chose de très difficile à faire. Pour vous donner une idée, dans les départements que j'ai étudiés, le nombre de procédures par an sur les haies va de 0 à 20 procédures judiciaires liées à des destructions d'habitat dans les haies. Suite à ces procédures, les réponses pénales des tribunaux, elles varient en fonction de l'appropriation de la réglementation par les magistrats. Ça débouche souvent, parfois sur des non-lieux, parfois sur des transactions pénales, donc avec obligation de remettre en état et de compenser la destruction. Donc je vous disais en début de ma présentation que les agriculteurs avaient certaines revendications à l'encontre de la police de l'environnement et notamment une demande pour moins de contrôle. Ces revendications, elles s'expliquent dans le cas des haies en tout cas, elles s'expliquent par quelques cas isolés, mais qui ont fait beaucoup de bruit dans les départements où ils ont eu lieu, où des agriculteurs ont été condamnés suite à une procédure judiciaire de l'OFB, alors qu'ils pensaient être en règle vis-à-vis de la réglementation. Donc ils avaient fait une déclaration en DDT au nom de la PAC et de la BCAE 8, mais n'avaient pas de dérogation espèces protégées, et donc ils ont été condamnés suite à une procédure OFB. En creusant un peu le sujet, donc on m'a confié que c'était 2 ou 3 procédures par an dans 4 départements sur les 13 que j'ai étudiés. Ce sont des cas plutôt isolés, il y en a assez peu, mais ils font beaucoup de bruit. Et dans certains départements, on m'a aussi confié que cette situation, elle était inenvisageable, c'était pas possible. Donc c'est là aussi il y a une grande diversité de manières d'appliquer cette réglementation selon les départements que j'ai étudiés. Tu peux passer, Léo. Donc, pour pallier à ces problèmes et puis éviter ces situations de superposition des réglementations, certaines DDT ont décidé d'internaliser la complexité, comme on me l'a présenté. Donc, pour cela, ces services DDT proposent aux personnes qui souhaitent déplacer des haies, donc les particuliers, des communes, des entreprises ou encore des agriculteurs,
de déposer un dossier unique dans un service de la DDT. Et ensuite, ce sont les agents de l'État qui échangent en interne au sujet de ce dossier avant de rendre une réponse unique quant à la possibilité de déplacer et aux conditions de compensation. Donc, cette structuration a pour nom guichet unique et elles ont été mises en œuvre à l'initiative des DDT elles-mêmes parfois pour une meilleure organisation en interne. Ça a été aussi parfois le fait d'une demande des représentants agricoles ou encore des services de l'OFB. Il y en a de plus en plus depuis 2020 à peu près. Les premiers ont émergé à peu près à ce moment-là. Donc, dans ce cadre, la simplification, elle est administrative, elle n'est pas réglementaire. Tu peux passer, Léo. Donc, c'est en réalisant qu'il existait de telles structures que j'ai orienté mon enquête vers ces guichets uniques et donc vers les 13 départements que je vous ai présentés plus tôt. Donc, pour vous présenter un peu le processus de création de ces différents guichets uniques et les différentes formes qu'ils prennent. Voilà, sur les départements que j'ai rencontrés, la création de ces guichets uniques part du constat d'un problème, soit d'environnement, avec le constat d'un état très dégradé des linéaires de haies, soit d'organisation en interne au service de l'État, donc des difficultés au sein de l'État à répondre à toutes les demandes qui arrivaient à différents services et donc un besoin de structuration pour répondre à toutes les demandes sur la haie. Et parfois un problème de tension donc dans l'application des normes, comme j'ai pu vous le présenter juste avant, concernant les espèces protégées. Ces problèmes ont poussé les DDT à engager des groupes de travail de réflexion sur comment répondre à ces problématiques et simplifier tout ce travail lié à la haie. Donc avec une mise en relation de différents acteurs, un travail de concertation plus ou moins poussé selon les départements, parfois accompagné de l'OFB pour trouver un moyen de simplifier la démarche de demande de dérogation espèces protégées afin de permettre une meilleure mise en œuvre dans le cadre des haies de cette réglementation et donc du Code de l'environnement. Et ça a débouché sur la création de guichets uniques. Alors toutes les structures que j'ai rencontrées ne s'appelaient pas guichet unique et certaines avaient un nom différent, mais j'ai gardé ce terme dans un souci de clarté. Et donc les différents types de structures que j'ai pu rencontrer sont des guichets uniques informatifs qui s'appelaient souvent point info et dont l'objectif est de donner de l'information sur les réglementations sur la haie, mais pas d'instruction d'un dossier en suivant. C'est si on a des questions sur la haie, on peut les contacter. Ils vont nous dire quelle réglementation s'applique sur notre haie et vers quel service nous tourner pour faire des démarches afin d'être en règle avant de travailler sur notre haie. Les autres types de guichets sont des guichets de signalement et de régularisation. Donc, j'ai rencontré une DDT qui faisait ce type d'action. Donc, elle ne s'occupait que des signalements d'arrachage sauvage et elle travaillait à régulariser la situation des agriculteurs. C'était principalement des agriculteurs suite à des arrachages. Le troisième type de guichet unique que j'ai pu rencontrer, ce sont des guichets qui instruisent et donnent une réponse unique pour toutes les réglementations que je vous ai présentées. Donc, j'ai trouvé 2 services de DDT qui proposent ça pour vraiment toutes les réglementations. Le quatrième type, ce sont des guichets qui se concentrent sur les réglementations liées à la politique agricole commune, à la dérogation espèces protégées et à Natura 2000. J'ai rencontré 2 DDT qui travaillaient de cette manière et qui renvoyaient vers les autres services pour ce qui concernait l'urbanisme notamment. Un 5e type de guichet, c'est des guichets qui instruisent et donnent une réponse pour la politique agricole commune et Natura 2000, mais qui renvoient aussi vers d'autres services pour les autres réglementations. Et le dernier type, c'est des guichets qui instruisent, qui donnent une réponse unique pour toutes les réglementations, sauf l'urbanisme,
parce que la DDT considère que ce n'est pas de son ressort, c'est la commune, et donc elle va renvoyer l'agriculteur ou la personne souhaitant intervenir sur ces haies vers sa commune. Voilà, Léo, tu peux passer. Donc, pour conclure et vous présenter les perspectives de mon étude, je vais poursuivre la documentation de ces différentes formes de guichets uniques existants. J'ai commencé à réaliser une typologie du fonctionnement de ces différents guichets uniques que je vais continuer à abonder à l'aide de différents entretiens. Ensuite, je vais étudier les effets ou l'absence d'effets d'un guichet unique sur les pratiques des agriculteurs. Je vais bientôt commencer un terrain dans le Calvados, en Normandie. Et enfin, je comparerai ces résultats à un département sans guichet unique, où la mise en œuvre des réglementations n'est pas faite de manière unique. Voilà, je termine là. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat ou en levant la main. Il y a une question d'Illusion. Vas-y, Illusion, si tu veux intervenir. Oui. Merci Adèle pour la présentation. J'avais une question sur le choix des lieux où tu as fait tes enquêtes, donc 13 départements, plutôt dans le nord et dans l'ouest. Est-ce qu'il y avait une raison, comment as-tu choisi les lieux d'enquête? Est-ce qu'il y avait une raison particulière à ça ou est-ce que c'était surtout par commodité avec le réseau que tu avais parce que il y a des haies dans bien d'autres départements et en l'occurrence plus proche de Toulouse, donc j'avais une question un petit peu sur ce point méthodologique. Oui, tout à fait. Alors en fait, le début de mon enquête est lié à la découverte de l'existence de guichets uniques. Donc le pacte en faveur de la haie souhaite généraliser ces guichets uniques. Donc j'ai découvert leur existence en lisant le pacte. Et en cherchant sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait des guichets uniques qui existaient déjà dans certains départements. Donc j'ai commencé mon enquête en contactant les DDT pour lesquels j'avais trouvé sur Internet l'existence de ces guichets uniques. Et de fil en aiguille, ces DDT m'ont renvoyé vers d'autres DDT. Et donc j'ai élargi mon spectre de cette manière-là. Et il se trouve que la grande majorité des guichets uniques sont plutôt dans le nord-nord-ouest, mais il en existe aussi en Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi ces entretiens, que j'ai choisi ces premiers terrains. J'ai réalisé tous mes entretiens par visio, du fait qu'en effet, je suis à Toulouse et je ne peux pas me déplacer dans tous ces départements. Et j'ai ensuite choisi de creuser davantage dans le Calvados parce que c'est le guichet unique le plus inclusif. Disons qu'il prend en charge vraiment toutes les réglementations sur la haie dans l'accompagnement des agriculteurs et l'instruction des dossiers et aussi par commodité. Voilà, c'est plus simple pour moi d'aller dans le Calvados. Donc c'est comme ça que j'ai choisi mes terrains. Et comment expliquer qu'il y ait moins de guichets uniques dans des départements du sud-est qui sont aussi des fois très très bocagés? Je pense à l'Aveyron où il y a eu énormément de d'arbres et d'ailleurs avec la déclaration PAC ça peut poser des soucis parce qu'entre la Beauce et l'Aveyron c'est pas du tout les mêmes parcelles et donc comment est-ce que tu sais pourquoi il y a moins de guichets uniques dans cette région alors qu'il y a beaucoup de haies? Bonne question. Alors j'ai essayé de retracer l'historique de l'idée de ces guichets uniques et ça m'a mené vers la Normandie et un département en particulier où une personne a souhaité simplifier la charge administrative des agriculteurs au moment où ils souhaitaient déplacer une haie. Et j'ai l'impression que ça vient surtout de cette personne, de ce département. Donc tout à l'heure, Léo mentionnait l'importance des personnes. Dans mon étude, c'est flagrant. En général, c'est une personne au sein d'une DDT qui a l'idée de créer ce genre de structure
Et ensuite, je pense que ça a essaimé autour de la Normandie et aussi un peu autour de l'Aisne, avec des formations qui ont été organisées à l'initiative de la DDT de l'Orne en 2022. Et c'est beaucoup des départements de Bretagne, de Pays de la Loire et de Normandie qui ont participé à ces formations et qui ont par la suite créé des guichets uniques ou une structure un peu assimilée, en tout cas, à des guichets uniques dans leur département. Donc j'ai du mal à expliquer, à répondre à ta question, mais c'est très lié à des personnes particulièrement intéressées par la question et qui se sont donné le mot dans le cadre de réseaux ou de juste d'échanges entre collègues en fait. J'ai encore du mal à bien saisir l'historique et l'origine de ces guichets uniques et pourquoi est-ce qu'ils sont là à cet endroit en particulier. Parfois, c'est aussi lié à une personne au sein d'un service OFB qui qui particulièrement sensible à la disparition des haies sur son département, a décidé de faire des procédures judiciaires suite à des arrachages, contrôler et insister sur l'application du code de l'environnement. Et ça a donné lieu à de nombreuses procédures, une demande de la part de la profession agricole pour une simplification des démarches liées à cette mise en œuvre de la réglementation espèces protégées et de fait à la création d'un guichet unique. Voilà, Merci beaucoup. j'espère que je réponds à tes questions. Alors, on peut se demander du coup si les haies, peut-être les haies sont moins en danger, entre guillemets, ou elles ont été moins sujettes à un rachat de déplacement dans des départements où les guichets sont pas créés. C'est peut-être une hypothèse. Peut-être à creuser, c'est aussi l'idée de faire une étude comparative dans deux départements, un avec un guichet unique et un sans guichet unique, pour essayer de comprendre peut-être pourquoi là il y en a un et pourquoi ailleurs il n'y en a pas. Merci beaucoup. Alors, nous, de notre côté, nous ne voyons pas d'autres questions ni main levée. Ah, si, ça y est, monsieur. Deux mains levées. Deux mains levées. Voilà. Madame. On va commencer par Madame Moinereau. Ah, mais ça y est. Ouais, donc, c'est bon, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai un peu de bruit autour. On s'entend. Ok. Oui, c'était un petit peu pour rebondir avec la dernière conversation sur la cause, le fait qu'il y ait des guichets uniques à certains endroits et d'autres moins. Je me demandais s'il n'y avait pas aussi un rapport avec une topographie, parce qu'à un moment donné dans la présentation, vous parliez de beaucoup de typologies de territoires différentes, très diversifiées, et qu'il y avait aussi de fait des réglementations plus représentées sur certains territoires. Et du coup, est-ce qu'il y a une tendance qui s'observe ou qui peut s'observer à l'heure actuelle au vu de vos résultats de telle typologie de territoire nécessite une surreprésentation de telle réglementation et donc qui ensuite va générer un certain type de guichet unique par rapport à d'autres? C'est aussi assez difficile de répondre à cette question. La plupart des départements sur lesquels j'ai travaillé présentent déjà des topographies et des types d'agriculture différents à l'échelle du département. C'est vrai que, par exemple, les problématiques d'espèces protégées aujourd'hui sont beaucoup appliquées et notamment par l'AFB dans des territoires où l'élevage est en voie de disparition et donc il y a beaucoup d'arrachage de haies liés à des reconfigurations d'exploitation en vue de changer de type d'agriculture. Donc dans ce type de territoire, ça existe beaucoup. D'autres liens entre topographie et application de certaines réglementations. Par exemple, dans un département de Bourgogne-Franche-Comté, c'est des enjeux liés à d'autres problématiques environnementales. Donc ça s'appelle le casse-caillou. C'est des territoires où il y a des grosses pierres au milieu des champs, mais qui sont aussi très favorables à la biodiversité et qui sont détruites avec des très grosses machines
voilà, ça engendre de grosses problématiques environnementales. Et c'est à partir de cette problématique-là que l'OFB a été amené à créer des guichets uniques d'abord pour ces casse-cailloux et ensuite pour protéger les haies davantage et pour mieux organiser la gestion des réglementations et de leur application. Donc en fait, c'est assez difficile. En fait, je me demande si ça tient pas plus à des personnes qu'à des topographies. Le choix de s'investir davantage sur cette réglementation ou sur une autre. Mais voilà, c'est une impression que j'ai. Il faut que je creuse davantage encore dans mon enquête, mais merci pour cette piste. Et c'est aussi quelque chose que j'avais pris en compte au moment de choisir mes terrains. Notamment dans le Calvados, j'envisage de travailler en particulier sur un espace Calvados, sur un territoire qui est à cheval sur un bocage normand typique avec des haies, de l'élevage laitier, etc. et une plaine avec quasiment pelée où il y a presque plus d'arbres et des agriculteurs en polyculture élevage qui sont à cheval entre ces deux types ces deux types topographiques pour garder ce mot et voir comment est-ce qu'ils appliquent et quelles sont leurs pratiques de gestion des haies, pour ce qu'il en reste sur la partie plaine, dans ce type de territoire. Donc voir s'il y a des différences, est-ce que c'est plus lié aux pratiques agricoles, est-ce que c'est plus lié à la topographie, est-ce que c'est plus lié à la présence de haies depuis plus longtemps, est-ce que à creuser. Voilà, j'espère que je réponds à votre question, mais Oui, ouais, merci. encore en cours de réflexion. Alors, on avait aussi une question de Monsieur Philippe Hiroux. Oui, alors, je sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ouais. Est-ce moi, que en vous tout cas. m'entendez? Oui. Oui. Bon, parce que je peux pas mettre ma caméra, je suis désolé, j'ai un problème de caméra là ce matin. Donc en tout cas, merci Adèle pour cette présentation et puis merci aussi d'avoir donc commencé ce travail qui est à mon avis très très important pour l'avenir de la haie parce que donc les agriculteurs avaient effectivement pointé cette question de la réglementation. Moi, personnellement, je ne savais pas. Je ne connaissais pas donc l'existence de ces différents guichets uniques, même si peut-être le terme, tu l'as expliqué, hein, est peut-être pas tout à fait à prendre au pied de la lettre, parce que ce qu'il demande, c'est vraiment le guichet instructeur. Je crois Philippe, excuse-moi de te couper, j'ai été déconnectée, du coup j'ai pas entendu le début de ton intervention. Je suis désolée. Est-ce que tu peux Oui, reprendre? Merci. donc je reprends intégralement. Alors, je disais merci pour ton travail. Et puis, c'est vraiment un travail que l'on attend beaucoup, nous, à la fac agroforesterie, parce que les agriculteurs ont pointé l'importance de l'aspect réglementaire. Je disais, donc, cette notion de guichet unique, moi, je ne savais pas, en fait, qu'il existait ces guichets uniques et tu les as présentés, bien que le terme soit peut-être pas exactement celui que eux, ils entendent, c'est-à-dire que eux, derrière guichet unique, ils entendent vraiment le guichet instructeur, je pense, hein, pas uniquement le point d'information. Mais bon, c'est intéressant de faire le point de ce qui a été mis en place jusqu'ici et voir comment ça fonctionnait. Moi, j'avais une autre question, c'est comment on peut articuler cette question de la réglementation et le reste. En fait, l'intérêt que les agriculteurs, enfin pas tous jusqu'à aujourd'hui, mais c'est notre rôle de en amener de plus en plus, voient dans les aspects positifs de la haie. Puisqu'en parallèle de la réglementation, bon, qui est le pendant de la haie vécu comme négatif, hein, comme contrainte, hein, il y a tous ces aspects positifs. Est-ce que tu as envisagé de, par exemple, par ce que tu viens d'expliquer là, en réponse à la question précédente, de voir une situation où justement il y a moins de tension sur ces aspects réglementaires parce qu'il y aurait une vision plus positive de la haie, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, je voulais voir si on peut mettre en perspective le volet réglementaire et le reste. Oui, merci pour ta question. Par rapport à ton premier point sur les guichets uniques qui ne correspondent pas toujours à la définition qu'en font les agriculteurs, c'est vrai que j'ai pu entendre pendant mes entretiens le fait de ah oui, on a créé le guichet unique
Mais je suis pas sûre que ce soit exactement ce que les agriculteurs attendaient. Ils auraient, en termes de simplification, ils demandaient une simplification réglementaire, donc vraiment n'avoir qu'une seule réglementation sur la haie et non pas un guichet unique. Mais bon, voilà, c'est vrai que il peut parfois y avoir un décalage entre des attentes de certains agriculteurs et la réponse de l'État, en tout cas dans ce qu'on m'a dit. Donc là aussi, peut-être à creuser. Pour ta question sur l'articulation entre la réglementation et l'intérêt des agriculteurs pour les aspects positifs de la haie, alors il y a 2 points qui me viennent. C'est que dans les départements où il y a un accompagnement de la part des services de l'État, donc que ce soit la DDT ou l'OFB notamment, lorsqu'il y a un accompagnement très poussé avec des visites sur le terrain, vraiment un accompagnement dans la constitution du dossier, mais à l'échelle de l'exploitation et pas seulement de la haie sur laquelle l'agriculteur souhaite faire des modifications. En fait, ce que m'ont confié les personnes que j'ai rencontrées, c'est que souvent le projet de l'agriculteur change, parce que c'est un projet à l'échelle de son exploitation. Il va réfléchir à tout ce que la haie a arraché et la haie compensée, donc à replanter, aura comme impact sur son travail, sur sa production, sur ses animaux, etc., enfin sur son exploitation. Et donc, il va vraiment réfléchir à la haie au sein de son exploitation en fonction des services qu'elle rend. Et donc, au moment d'appliquer la réglementation, s'il y a un conseil, un accompagnement, des visites de terrain, des discussions autour du dossier avec l'agriculteur, finalement, la manière d'aborder la haie de l'agriculteur peut changer et donc prendre en compte des intérêts de la haie. Par exemple, certains agents OFB m'ont expliqué que quand ils font une procédure judiciaire, au moment de réfléchir au projet de compensation suite à la transaction pénale, ils vont pousser l'agriculteur à réfléchir à ses besoins, à où est-ce que la haie le gênerait le moins possible. Peut-être que au lieu d'une haie, on pourrait faire une mare. Peut-être que dans la haie, on pourrait mettre certaines essences qui pourront lui servir plus tard à faire du bois de chauffage, à faire une production annexe de fruits ou ce genre de choses. Et donc, voilà, s'il y a un accompagnement technique des agriculteurs, en général, enfin voilà, ça permet par le biais de la réglementation et de son application, aussi les sensibiliser et construire des projets à l'échelle de l'exploitation avec la haie vraiment inclus dans un projet agricole. Voilà, pour répondre en partie. Et finalement aussi, autre chose que j'ai pu constater, notamment avec mes entretiens avec des agents de l'OFB, finalement, quand on les interrogeait sur les pressions et les tensions au moment des mobilisations agricoles, on a eu, enfin, on a pu voir que c'était pas là où l'OFB faisait le plus de contrôles que les tensions étaient les plus fortes au sujet de la haie, en tout cas. Et donc, finalement, on peut se demander, là aussi c'est encore à travailler, mais si une présence accrue de la police de l'environnement, qui ne fait pas que du contrôle, mais qui fait aussi de la sensibilisation, de l'animation, qui a aussi toute une mission liée à de la création, de la production de connaissances sur la biodiversité. Si toutes ces actions de l'OFB, quand elles portent beaucoup sur la haie, ne permettent pas aussi de réduire les tensions avec une meilleure connaissance de la réglementation et là encore un meilleur accompagnement quant aux services rendus par la haie. Voilà, j'espère que, enfin voilà, je pense avoir répondu à ta question, en tout cas sur ces 2 points-là. Mais en effet, quand je dis essayer de comprendre les effets de la réglementation sur les pratiques de gestion, c'est aussi ça, essayer de voir si la réglementation peut induire parfois des changements de pratiques. Est-ce que les différentes politiques publiques sur la haie peuvent entraîner d'autres pratiques plus favorables à la haie peut-être? Voilà, ça fait partie de mon questionnement en effet.
Merci. Une information, le réseau AFAC Agroforesterie va rencontrer l'OFB la semaine prochaine à Vincennes. C'est une idée, ce que tu m'as dit là à l'instant est intéressant, que les agents OFB ne font pas que que des actions pénales, mais également font de la pédagogie. Donc ça, c'est un sujet intéressant qu'on va pouvoir discuter aussi la semaine prochaine. Moi, ce qui m'a inquiété par contre dans ce que tu as dit aussi, c'est que donc les conseillers en agroforesterie, enfin les conseillers haies, sont de moins en moins intéressés par les procédures, la BCA 8, accompagnement. Ça, tu l'as dit à un moment donné. Alors pourquoi, si je peux me permettre, à moins qu'il y ait une autre question, je ne veux pas monopoliser la parole, mais pourquoi ils sont moins intéressés? Est-ce qu'ils n'y voient pas de résultats? Alors je me suis peut-être mal exprimée. C'est pas qu'ils sont moins intéressés, mais j'ai rencontré plusieurs acteurs qui me disaient que, alors en fait, au moment de mettre en œuvre la BCA 8, si, l'agriculteur souhaite, arracher et déplacer, plus de, alors si je ne me trompe pas, c'est 200 mètres linéaires, de haies, ils doivent, être accompagnés par un technicien agréé BCA 8 pour, trouver et construire un projet de meilleur emplacement, environnemental pour la haie qui sera replantée. Et en fait, ce que j'ai pu voir, c'est que certaines DDT et certains conseillers, bocage m'ont expliqué que, de plus en plus de conseillers craignaient, d'être mis en porte-à-faux, voire de finir au tribunal, comme ça a pu m'être, dit, Mmh. suite à une procédure OFB. Donc en fait, ils ont peur de la responsabilité qu'implique, leur, intervention et leur, agrément BCAE 8, si l'agriculteur est condamné pour non-respect de la réglementation environnementale. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a quelques cas isolés où l'OFB a pu mener une procédure sur un arrachage de haies pour lequel l'agriculteur pensait être en conformité avec la réglementation parce qu'il avait fait une déclaration de PAC. Et dans ces cas-là, il est arrivé une fois, en tout cas de ce qu'on m'a raconté, qu'un technicien agréé BCAE 8 doive témoigner au tribunal suite à voilà, ce type de procédure avec une superposition de réglementation et cette situation qui finalement n'est arrivée qu'une fois dans ce que j'ai pu entendre pour le moment, ça a entraîné une peur, oui, je pense que je peux utiliser ce terme, de faire cet accompagnement. Donc il y a certains départements pour lesquels les DDT m'ont dit, ah bah nous quand on reçoit une déclaration de PAC pour un arrachage d'un linéaire supérieur à temps, comme on sait qu'il n'y a pas de technicien BCA 8 qui accepte de faire cet accompagnement, on accompagne l'agriculteur pour qu'il réduise le linéaire à arracher pour que ça passe sans meilleur emplacement environnemental. Voilà. Alors j'espère que c'est assez clair parce que c'est assez technique, mais voilà, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent dans mes entretiens. Faudrait que je reprenne bien tous mes entretiens pour pouvoir chiffrer, mais c'est quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises, oui. Donc D'accord, en oui, effet, je vois dans le chat, Baptiste qui dit qu'il y a de plus en plus de techniciens agréés. De ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a dit, ces techniciens choisissent d'être toujours agréés, mais ne vont pas systématiquement accepter l'accompagnement des agriculteurs. d'accord, Voilà. merci. Je ne vois plus de mains levées ni de questions dans le chat. Donc, je vais remercier en fait tous les participants et plus particulièrement Léo et Adèle qui ont su nous partager avec nous à la fois la qualité de leur travail et aussi un talent de présentation parce que c'était très clair et très vivant. Donc, merci beaucoup. Je vais laisser Nicolas peut-être vous parler de notre prochain webinaire. Oui, je vous rappelle très brièvement en effet qu'on y aura un troisième webinaire de cette série les mardis 17 décembre. Là, on a beaucoup aussi abordé la question de la complexité, à la fois pour les administrations et pour les bénéficiaires. Et là, donc, dans le prochain webinaire, on abordera la question de le sujet de la simplification. Donc, c'est pour ça aussi, ça sera intéressant peut-être aussi pour vous de le suivre. Vous recevrez toutes les informations prochainement aussi
sur les réseaux Oui, le réseau. oui, Et puis sur on les réseaux sociaux. voilà, sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Pour avoir toutes les infos et vous inscrire. Voilà, alors je ne sais pas si Léo ou Adèle veulent ajouter un mot. Et Merci pour l'organisation du webinaire et pour la participation de vous tous, pour vos questions aussi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Je me Léo, joins tu au veux. remerciement. Merci beaucoup et à bientôt pour la suite des événements du réseau. merci beaucoup. Merci. Alors, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.